nous, on garantit aussi l'anonymat et le roulement des auditeurs pour garantir l'impartialité. Bonjour Jimmy. Salut Tanguy. Alors aujourd'hui, nouvel épisode de notre Certifopactu. 3 sujets à aborder. Le premier, c'est la fameuse réforme des CFA. Je pense qu'on va aborder déjà le livre Le Cube qui a bien fait parler de lui ces derniers mois. Ouais. Et puis le récent Conseil des ministres avec un petit peu ce qui était dit sur Calliope qui devait être remis à plat. Deuxième sujet qu'on va aborder, c'est un retour sur notre outil Apollo et les nouvelles fonctionnalités liées à la planification des audits. Plus de rapidité et de fluidité dans la planification des audits. Et enfin, le dernier sujet, c'est un focus sur notre certification de compétences liées à l'intelligence artificielle générative, et puis en profiter aussi pour parler de notre future présence au salon Vivatech à Paris. La réforme des financements des CFA, gros sujet. Si on peut reprendre un peu le fil depuis les derniers mois, et qu'on part là, du fameux livre qui est à ta droite, On l'a acheté. Qu'est-ce que tu peux... Qu'est-ce qu'on peut dire déjà là-dessus? Déjà, ce qu'il faut comprendre, et je pense qu'en fait tu l'as vu un petit peu comme moi, parce qu'on a été un petit peu sous la vague et là sous le raz-de-marée de ce livre Le Cube à partir du 5 mars 2025. Et le 5 mars 2025, moi tout de suite quand j'ai vu le titre sur les révélations sur les dérives de l'enseignement supérieur privé, je l'ai acheté tout de suite parce que derrière j'avais peur que déjà il y ait des révélations sur Calliope. On peut se dire tiens révélation, mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ces écoles-là? Est-ce que c'est les apprenants ils sont pas contents? Ou alors est-ce que c'est des témoignages sur les dérives qualité enfin voilà. C'est un livre moi que j'ai trouvé assez bien documenté, assez intéressant. Alors attention, je vais rester très neutre sur le format du livre. Il y a beaucoup de témoignages qui sont anonymes. Là, il y a pas de... On n'a pas accès à des preuves factuelles et autres, donc on va pas incriminer ici ou là. Enfin, on n'est pas là pour nommer l'établissement en question, et autres. Mais en tout cas, c'est un livre qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias mainstream. Ouais. Il y a eu un article sur Le Monde, sur Le Figaro, sur tous les... Puis déjà, notre idée première, c'est pas de faire du sensationnalisme, quoi. Non, mais pas du tout. Mais en fait, c'est en fait pour justifier finalement pourquoi, selon nous, il y a une réforme des financements des CFA et quels vont être les impacts prochains sur Calliope. Parce que au final, avec ce genre de choses, derrière, il y a des impacts. Certains députés qui commencent aussi à se prendre... au sujet de l'enseignement supérieur privé, qui commence à remettre en question la loi Avenir professionnel de fin 2018 sur l'ouverture du marché, sur la privatisation du marché. Et voilà, il y a des enjeux politiques, ça c'est clair. Voilà. Mais on va pas rentrer dans ce débat-là. Moi, en fait, on veut juste essayer de comprendre pourquoi on en arrive là et quelle va être notre place, nous, en tant qu'organisme certificateur, et comment, en tant qu'OF, on va devoir s'adapter très prochainement, peut-être en audit Calliope, si on est un CFA notamment. 5 mars, le livre sort. 6 mars, le président du CFA qui est incriminé dans le livre est reçu par les deux ministres, donc les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Une annonce est faite à ce moment-là, c'est que l'État veut faire une inspection de l'enseignement supérieur privé. On mettra les sources, là j'ai un article du Monde avec la photo d'Elisabeth Borne. Le ministère de l'Éducation, en tout cas, annonce une inspection de l'enseignement supérieur privé. Donc, quand on commence à lire ce genre de choses début mars, on se dit, tiens, quand un ministre, en tout cas, ou quand un ministère s'empare d'un sujet, une certaine cause publique qui s'en dégage, derrière, ça peut bouger un petit peu. Un mois et demi plus tard, parce que le 28 avril, en Conseil des ministres, donc là, c'est... quelques semaines après, alors là je vous ouvre la page du compte-rendu du Conseil des ministres du 28 avril, qui était... Alors il y avait une partie de ce Conseil des ministres en lien avec le projet d'adapter notre appareil de formation aux besoins de l'économie. Les ministères ont présenté une communication conjointe sur ce projet-là. Il y a plein de choses qui ont été développées. Il y a finalement la remise en question un petit peu au final, mais pas dite vraiment, mais un peu déguisée de la loi du 5 septembre 2018. Il y a l'accélération du CPF qui a aussi été un petit peu présentée. Et donc, il y a certains objectifs qui sont présentés dans ce Conseil des ministres. C'est renforcer l'adaptation des formations aux besoins du marché, mieux flécher les financements de l'apprentissage, et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay, alors, dans ce Conseil des ministres, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on parle de Calliope. Il y a quand même une phrase qui fait un peu comme ça, qui fait un peu peur, moi qui m'a fait un peu peur, parce que je dis, on a un paragraphe qui dit ici, l'État doit garantir aux jeunes et aux actifs la qualité des formations. Outre une action mieux coordonnée et plus exigeante des services de l'État sur les pratiques les plus dysfonctionnelles,
Ça, on l'a vu, c'est un petit clin d'œil à notre vidéo Oui. sur les contrôles de la formation professionnelle. La certification Calliope sera remise à plat car il n'assure pas la fonction qui lui a été conférée de garantir un standard de qualité pour les formations en apprentissage et pour les publics adultes. Ok, donc d'ailleurs, Sauf c'est pas que- que pour les CFA. Hein, t'as vu. Sauf que ce qui est écrit, c'est un standard de qualité pour les formations. En fait, est-ce que la qualité d'un processus formation, objectif de certification Calliope, c'est qualité du processus formation, c'est nécessairement la qualité de la formation derrière. Tu vois, là, si Tu on vois, veut jouer un petit peu Si sur tu les veux mots, jouer c'est sur que les mots, déjà en c'est Conseil des peut-être pas ministres, très clair. Voilà. ouais, déjà en fait ici, ils sont en train de se dire, attends, Calliope, c'était là pour garantir la qualité des formations, mais non. Non. Calliope, c'est la qualité des processus de formation. Voilà. Et ça, on le sait déjà quand on bosse dans Calliope, on le sait Et ça. tout parce est que dans la nuance. tout est dans la nuance. Et aujourd'hui, la nuance, elle est très importante. Derrière, c'est autant de failles qui se créent dans le système. En plus de ce Conseil des ministres, tout de suite après, 2 jours après, le 30 avril, tu as un dossier de presse qui est sorti du ministère du Travail cette fois. Il porte sur une nouvelle réforme qui va démarrer à partir du 1er juillet 2025, une réforme du financement de l'apprentissage. Mm. Alors, je ne vais pas rentrer dans les sujets qui ne concernent pas nous de près sur l'audit Calliope, mais il y a plein de sujets sur les financements de l'apprentissage, sur le reste à charge, sur les NPEC, sur les CFA 100% à distance qui vont être un peu défavorisés par rapport à d'autres sur les remboursements, enfin sur les prises en charge. En tout cas, sur ce qui nous intéresse nous, donc c'est-à-dire les contrôles et les audits qualité, en fait, on parle dans cette réforme-là, dans ce dossier de presse, on parle d'un plan qui visera à renforcer la qualité de la formation dans les CFA pour la rentrée 2025. C'est très clair, impact Calliope, ça va être quoi? C'est certainement courant été. Alors, on n'a pas les dates exactes, bien sûr, hein, on sera un petit peu comme tout le monde, ça va tomber, on ne sait pas trop quand, mais ça va tomber, certainement une version 10 du guide de lecture qui sera très orientée autour des CFA. Éventuellement, ça c'est aussi probable de nouveaux arrêtés. On sait en tout cas que ça va bouger, donc on est prêt, on se tient prêt, on a mis à jour Apollo de sorte à ce qu'on Peut-être que ça puisse aussi... ça bougera encore plus que ce qu'on pense. Peut-être que ça ne concernera pas que les CFA, mais les CFA en Ouais, grande ouais. partie. Donc bon, après voilà, Bon, on n'est pas voilà. là pour discuter de ce qui se fera ou ce qui se fera pas, mais en tout cas, voilà, sur l'instant T, voilà les actus en lien avec Calliope et avec ce qui pourrait finalement, voilà, ce qui viendra renforcer, on ne sait pas encore comment, mais la qualité de la formation dans les CFA. Ça fait beaucoup de choses. Puis après, de toute façon, je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Voilà, en fonction de ce qui va tomber. Dans tous les cas, le message à retenir, c'est de se tenir prêt à des évolutions, parce que ces évolutions, elles nous impacteront nous, et puis elles impacteront aussi forcément les organismes de formation. Et là, vu ce qui se profile sur tous les CFA. Second sujet, Apollo, planification. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé comparé aux derniers mois? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de nouvelles fonctionnalités? Voilà, est-ce que tu peux nous présenter le nouveau système de planification? Si tu veux, dans la gestion administrative d'un audit Calliope, l'étape la plus incompressible, historiquement parlant, c'est la planif. Et c'est l'étape qui souvent soulève le plus de temps, de friction, parce que tu vas faire, par exemple, je sais pas moi, tu as un client qui va dire, moi je veux faire mon audit le 5 décembre. Toi, tu vas soit avoir une base avec tous tes dispos d'auditeurs, tu vas voir si tu as quelqu'un qui est dispo le 5 septembre, le 5 décembre, mais tu vas devoir l'appeler ou lui faire un mail pour lui dire est-ce que tu me confirmes oui ou non, et ensuite tu reviens vers ton client. Ou alors tu envoies 10 mails à 10 auditeurs et tu leur demandes s'ils sont dispo, et ensuite tu en prends un qui te répond peut-être le plus rapidement aussi. Voilà, ça peut être le cas. Une autre option qui consiste à mettre en relation l'audité avec l'auditeur. Ensuite, ils se mettent d'accord sur une date, mais si l'auditeur n'est pas dispo aux dates de l'audité, il faut recommencer, il faut reproposer un nouvel auditeur. Donc, historiquement parlant, on s'est très vite rendu compte que, même en ayant Apollo, ça suffisait pas, au final, pour gagner du temps sur la planif. Ouais, voilà. Tout à fait. Et la planif, quand je dis la planif, c'est voilà, quand tu réalises, on arrive à des chiffres, là, à des volumes chez Certifopac à plus de 200 audits par mois, ça fait 200 planifs par mois, si c'est pas 250. Tu vois. C'est un enjeu de gestion du volume et de mise à l'échelle. Parce que tu vois, plus tu optimises ta planif, après, plus tu es tranquille dans le temps. Ouais. Et en fait, ça vaut pour toi en tant que certificateur, mais ça vaut aussi pour tes auditeurs et surtout pour tes clients. Plus le certificateur aussi, il économise du temps, plus il peut le mettre à disposition des sollicitations de ses clients, surtout ceux qui gèrent la planification, c'est ceux qui sont en relation première sur le traitement des dossiers administratifs. Donc ça apporte quand même un peu plus de répondants, de disponibilité.
Et puis, forcément, celui qui planifie son audit, l'organisme de formation qui planifie, derrière lui, il est tout content parce que on arrive aussi un peu dans une société où on veut tout faire par nous-mêmes assez rapidement. On n'aime pas envoyer des mails, appeler ou autre parce que plus on a des outils qui nous font gagner du temps, plus le cerveau, en fait, c'est comme ça L'idée, qu'on c'est ça, fonctionne. c'est de se concentrer. En fait, s'il faut passer l'audit Calliope, moi, je préfère que mes clients ils se concentrent sur leur grille d'audit Calliope, sur les indicateurs qui sont évalués le jour J, plutôt que de perdre des heures ou des minutes à échanger par mail avec son auditeur pour caler une date. Tu vois. Tout à fait. Et donc, on est parti de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à intégrer les disponibilités de tous nos auditeurs sur Apollo, avec un système très simple où ils déclarent leur disponibilité. Et derrière, on a consolidé ça pour que, en vue client, tu puisses, quand tu arrives sur Apollo en page d'accueil, tu puisses visualiser un planning avec les disponibilités des auditeurs sur ta zone géographique. D'accord. Voilà. Alors attention, c'est anonymisé. C'est-à-dire que tu vois pas que c'est Monsieur Martin qui est disponible tel jour et tel machin, parce que tu as des enjeux de confidentialité. L'idée, c'est pas d'aller voir sur LinkedIn l'auditeur, voir si sa tête, elle leur vient, ou alors... voilà. Donc, il y a des enjeux. En fait, nous, on garantit aussi l'anonymat et le roulement des auditeurs pour garantir l'impartialité. Voilà. Si par exemple, tu as eu un auditeur, ça a été 2 fois le même pour tes 2 précédents audits, là, il sera blacklisté. Voilà, tu pourras pas le prendre, par exemple. Ouais. Voilà. Mais c'est un petit peu un système comme Doctolib ou comme n'importe quoi, où on arrive sur un planning et puis on peut sélectionner en disant, OK, je veux, j'espère, moi, en tout cas, je demande à faire mon audit à cette date. Et derrière, il y a un système de mails qui s'envoie et ça va très très vite et on arrive à diviser notre temps de planification quasiment par 2 avec ce système, et on a multiplié nos disponibilités quasiment par 2 aussi grâce à ce système. Maintenant, il faut rentrer dans le moule certains auditeurs qui avaient l'habitude d'avoir des propositions et puis d'appeler l'audité pour se mettre d'accord auparavant avec lui. C'est toujours un système qu'on a gardé pour certains clients. Voilà, typiquement les gros organismes multisites avec des sites annexes ici dont ou la là. planification est beaucoup plus complexe Voilà. parce qu'on a besoin des fois d'enchaîner les sites, de s'assurer qu'il y a un ordre aussi qui soit cohérent. C'est ça. Et Quand tu as des enjeux liés à la c'est pas planif. forcément plus facile via cette méthodologie de planification pour eux. Donc, on a quand même un système hybride. Voilà, c'est pas tout 100% digitalisé. Celui qui veut quand même garder cette souplesse de dire, moi, écoutez, j'ai pas de date à proprement parler. Mettez-moi en relation avec l'auditeur le plus proche de chez moi, et puis je m'arrangerai avec lui. C'est tout à fait possible aussi. On est quand même assez fiers de cette fonction parce qu'on est aujourd'hui les seuls à la proposer sur le marché. C'est un gros enjeu parce que moi, quand j'entends que certains certificateurs imposent les dates d'audit à leurs clients pour la surveillance ou pour le renouvellement, là, nous, en anticipant, on est capable justement de leur proposer des dates qui leur conviennent et de lisser les charges d'audit. Sans surcoût en plus. Et sans surcoût, ouais. Ça, c'est quand même Alors, bien. Tu as quand même, pour préciser quand même, mais tu sais, tu as nos 3 offre essentielle, confort et sérénité. Oui. La planif en ligne n'est dispo que pour les clients à partir de l'offre confort. Oui. Alors, on est sympa parce que pour l'offre essentielle, donc pour le premier niveau d'offre, même s'ils ne peuvent pas cliquer pour planifier, ils ont quand même la visibilité sur le planning. Ils peuvent quand même voir qu'ils ont un auditeur qui est dispo à telle date. Troisième sujet, focus sur l'IA. Parlons de Vivatech. Vivatech, donc le salon de la tech qui va avoir lieu à Paris en juin. Il va y avoir pas mal de beau monde sur ce salon. J'ai vu qu'il y avait Jensen Huang qui avait de Nvidia. Qui avait été annoncé là, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Alors nous déjà grâce à l'association donc le Hub Francia auquel on est adhérent, on va pouvoir participer en tant qu'exposant, en tant qu'exposant présentant à Vivatech, donc du 11 au 14 juin. L'idée, pour nous, c'est de présenter aussi notre certification. Sur ce type de salon, c'est très important au vu des enjeux en compétences qui se développent. Vous passez par Vivatech également. On sera là, donc n'hésitez pas à nous rendre visite ou nous solliciter. On vous donnera plus d'infos sur notre emplacement dès qu'on en saura plus. Jimmy, je te laisse présenter le premier retour d'expérience sur la certif IAG. Par rapport à ce qu'on a mis en place. Franchement, c'est passionnant. C'est passionnant. Moi, j'ai eu la chance d'animer les tout premiers jurys d'évaluation. Ouais. De co-animer, bien sûr, parce qu'on est plusieurs jurés. On a quel public déjà? Alors, c'est principalement, pour démarrer, on est vraiment sur des publics cibles type formateur, consultant. Ouais. Donc vraiment métier de la prestation de service. On a des créateurs de contenu, vraiment, que ce soit du média, que ce soit rédacteur SEO. Et c'est plutôt génial parce que déjà, ça veut dire que les cibles qu'on avait étudiées
lors du dépôt de France Compétences, elles sont très cohérentes par rapport aux cibles qu'on a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est que ces métiers-là qui sont concernés par la certif IAG, parce que du moment que tu produis, que tu génères un contenu, que ce soit du texte ou de l'image ou autre, dans ton environnement métier, dans ton activité professionnelle, tu es concerné par cette certification. Voilà. Donc même un chef d'entreprise peut le faire, même un comptable typiquement pourrait aussi obtenir cette certification parce qu'il génère du contenu, il va devoir générer des rapports, il va devoir générer tout plein de choses. Plutôt très impressionné franchement par les premiers jurys qu'on a réalisés. On est en fait sur des cas d'usage. Alors, pour expliquer un petit peu rapidement, là c'est des candidats libres pour lesquels j'ai eu l'occasion d'évaluer, mais on est sur des personnes donc, qui arrivent en évaluation. Elles nous ont transmis un rapport écrit avec un cas d'usage. Donc typiquement, lancement d'une campagne marketing pour tel produit. Ou dans ce rapport-là, elles vont travailler sur le choix de leur outil IA et sa justification. Pourquoi utiliser Mistral AI plutôt que Claude AI ou que ChatGPT. Ensuite, elles vont justifier de leur stratégie de prompt, donc le dialogue avec l'IA. Comment elles ont posé les questions, pourquoi, avec quelle précision dans le contexte et autres. Ensuite, elles vont justifier de la production, puis de la révision du contenu, du texte, de l'image et autres. Et enfin, et c'est nous ce qu'on va évaluer dans les rapports, dans les oraux, c'est la prise de recul sur cet usage-là. Et c'est de dire, voilà, moi, ce que j'ai produit, mais ma prise de recul est l'analyse critique sur mon usage. Voilà, là, je me suis planté parce que j'ai mis des données personnelles, j'ai pas été bon là-dessus. Ou alors, non, en fait, oui, je me suis rendu compte de ça, donc j'ai mis en place une disposition qui permet de, tu vois. Et donc, tu as cet aspect autocritique. Et on a eu des choses de folie. On a eu un apprenant qui avait conçu un plugin justement pour anonymiser les données que tu rentrais dans un agent conversationnel avant de lui envoyer ton texte. D'accord. On a eu vraiment des choses très très intéressantes, des e-learning conçus par une IA avec un texte déjà généré en amont, tout plein de choses. Et ça montre vraiment tout le panel d'activités possibles avec cette certif. La diversité des talents aussi des gens qui derrière arrivent à démontrer quand même une certaine maîtrise de ces outils et une compréhension qui va au-delà des attentes, quoi. Et là, on en est encore à la première étape, c'est-à-dire plutôt de la certification des formateurs qui ensuite eux-mêmes vont aller prêcher la bonne parole en disant écoutez, voilà, j'ai été certifié AG, je connais les risques en matière d'usage de l'IA. Et donc, ils vont prêcher cette bonne parole en disant attention, moi, dans mes formations, dans mon contenu pédagogique, j'insiste aussi sur ces sujets-là avec mes apprenants. Alors moi, j'aimerais qu'on fasse une rapide aparté. En fait, c'est sur les organismes de formation qui demain voudraient préparer à cette certification. Qu'est-ce qu'on pourrait leur redire si ça les intéresse? Qu'est-ce qu'ils auraient à y gagner en fait, si tu veux, notre process fait en sorte que tu as quasiment tout à y gagner. Dans le sens où chacun fait son métier, eux, ils forment, nous, on certifie. Quand je dis ça, j'ai pas encore tout dit. Ça veut juste dire que pour être un organisme partenaire de la certif IAG, pour être habilité à former, il faut être compétent sur l'IA. Donc, il faut avoir un formateur en interne, il faut être, ou alors soi-même déjà compétent sur l'IA, sur l'IA générative, j'entends bien, voilà, bien sûr, sur les techniques de prompt et autres. Surtout, faut bien comprendre que, alors, il y a le référentiel de compétences à respecter, avec les différentes, les 5 compétences clés, mais du moment que ton programme de formation respecte à minima les 5 compétences clés, tu peux rajouter autre chose, tu peux rajouter des modules complémentaires, mais en tout cas, si tu as ces 5 compétences clés, c'est parfait, tu peux avancer, en fait, et nous, on peut t'habiliter. On va plutôt loin, mais c'est pour sécuriser l'approche et pour sécuriser tout le monde. Voilà, tu sais que France Compétences durcit ses contrôles en termes de certification professionnelle, en termes d'habilitation à former et à certifier. Et c'est très rassurant d'être un OH chez nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on garde l'habilitation à certifier, donc on garde toute la responsabilité de l'organisation d'un jury d'évaluation. Pour t'expliquer un petit peu, aujourd'hui, si tu es un organisme de formation, s'il faut que tu formes, et qu'en plus ensuite derrière, tu organises le jury d'évaluation, c'est un travail c'est un travail titanesque parce que tu dois qualifier des jurés, tu dois démontrer qu'ils sont compétents. En fait, tu as 2 process à gérer. Tu dois maintenir leurs compétences, voilà. Tu dois gérer les planifications de tes évaluations. Si tu en as un qui est absent le jour J, il te plante la session. Il faut vraiment avoir les épaules. Voilà, il faut être déjà très très structuré. Les deux, quoi. Voilà, et ça, c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire que nous, on est structuré en interne aujourd'hui. On a une vingtaine de jurés d'évaluation qui peuvent intervenir, et donc on est capable d'organiser des sessions d'évaluation très rapidement avec
un niveau de maîtrise et de compétence sur le référentiel qui est très élevé. Et ça, j'insiste beaucoup parce que quand tu es un OF, c'est hyper rassurant. C'est comme quand tu es, par exemple, quand tu veux faire passer le TOEIC, tu vois. Bon, bah, tu fais ton cours d'anglais, tu fais ta formation d'anglais, puis derrière, tu les envoies en TOEIC, tu es tranquille, c'est pas toi qui le fais passer. Exactement. Tu vois. Donc, tu as fini le job, toi. Toi, tu as formé, tu as préparé, super, bah, après, derrière, tu refiles le bébé pour le certificateur. Je pense que le deuxième avantage aussi pour être un OH, donc un organisme habilité, le fait qu'on n'est pas dans un modèle open bar. Tu vois, là, actuellement, on a 6 organismes habilités. On en cible à moyen long terme une petite quarantaine, tu vois, entre 40 et 50. Voilà. On n'est pas du tout sur des enjeux d'habilité le plus possible et autres. On n'est pas dans une logique que ça soit l'usine, puis qu'il y en ait une centaine. Voilà, en fait, on préfère des organismes qui viennent nous voir parce qu'ils sont vraiment intéressés, ils sont passionnés par l'IA, ils développent un marché sur ce sujet-là, et surtout des organismes qui recherchent à être sereins face au contrôle CPF, face au contrôle de France Compétences sur le sujet. Parce que tout le dispositif... C'est hyper important. En fait, tout le dispositif d'habilitation qu'on a mis en place, il peut paraître un petit peu lourd comme ça, parce que tu vois, tu as un mini rendez-vous visio d'habilitation en amont pour bien contrôler que le programme il est cohérent, que ci, que ça. Mais en fait, au final... Tout ça, c'est autant de sérénité que ça apporte tout au long du process, parce que derrière, le jour où il y a un contrôle CPF, on est tranquille, quoi. Bah voilà, en fait, l'organisme est tranquille et nous, on est tranquille. Les contrôles ont été faits par nos soins, et voilà, il n'y a pas de crainte à se dire l'entrée était facile, mais derrière, s'il y a un contrôle, en fait, paf, ça plante. Ouais. Et là, ça devient problématique, hein, surtout en plein pic d'activité. Donc ça, en plus, c'est très important. Pourquoi? Parce que la Caisse des dépôts en parlait très récemment. Environ plus de 1000 contrôles qui vont être prévus courant 2025. Et il est fort probable, au vu des activités, de l'intérêt de l'IA générative, qui devient un secteur d'activité quand même particulier et prisé, que ce secteur-là soit ciblé, et que les organismes qui préparent des formations là-dedans soient ciblés. Au même titre que les formations création d'entreprise étaient ciblées encore en 2024. Exactement. C'était un peu la boîte de Pandore. J'avais vu un post LinkedIn là-dessus sur le sujet où il y en a une qui disait est-ce que finalement la prochaine boîte de Pandore au CPF ce sera pas les formations ChatGPT ou IA générative? Justement, on voit déjà fleurir. Et en fait, pour s'en prémunir, autant passer par un certificateur comme Certifopac qui est déjà reconnu pour ses pratiques d'audit, par son sérieux. Et puis la volonté aussi de bien faire et d'être conforme justement aux obligations, qu'elles soient réglementaires ou normatives. Voilà, on va pas chercher à détourner, à jouer avec quoi que ce soit, ça nous ressemble, c'est pas nous. Outre donc cet aspect contrôle, je pense qu'il y a quand même un aspect très important qu'on peut dire, c'est le rayonnement derrière. On a un site web avec pas mal de trafic, et on a, alors il me semble, tu me corriges si je me trompe, mais on est en fait en termes de référencement web, on est numéro 1 sur le mot-clé, par exemple certification IA générative. Donc si on tape certification IA générative sur Google, donc sans compter les pubs sponsorisées, parce que ça compte pas, ça change tous les 4 matins. Nous, on est dans les premiers, on est premier en résultat. Donc c'est vrai que c'est important, parce que si derrière aussi, sur cette page-là, on mentionne les organismes qui ont été habilités par nos soins, derrière, ça apporte du trafic, ça rebondit derrière vers les organismes en question. Et là, en termes de visibilité, ça apporte quand même pas mal de choses. Pour continuer là-dessus, mais c'est important aussi, il faut pas négliger ce sujet-là, mais si tu passes une certif n'importe laquelle, mais que tu as 100 organismes qui sont habilités pour la faire passer, tu as 100 pratiques d'évaluation, alors qui sont pas censées être différentes, mais en pratique... De formation. De formation et d'évaluation, parce que du coup, tu vois, c'est très lourd à gérer en fait tout ça. Et le fait que nous, on garde la main sur l'évaluation, ça permet en fait d'harmoniser les évaluations au niveau national et de garder en fait une cohérence, une garantie que quand elle est délivrée, c'est que c'est du sérieux, c'est que c'est du carré. Parce que si demain, il y a 50 pratiques d'évaluation différentes, il y en a un qui fait pas bien, et puis on déroule le fil, on ouvre la boîte de Pandore, et puis qu'en fait, il y en a aussi un autre, puis il faut contrôler tout le monde, là c'est pareil, on perd du temps, faut encore montrer patte blanche, on rentre pas dans le même process, on rentre aussi dans de la suspicion, donc il faut faire attention. Conserver cette évaluation, on s'assure au moins que la pratique, tout le monde l'applique de la même manière, et puis ça sécurise tout ce qui était fait en amont. Voilà, dernier avantage qui est quand même pas des moindres, c'est le fait que ces apprenants, lorsqu'on est organisme de formation qui prépare à la certification, se voient attribuer un certificat qui soit quand même attribué par un organisme reconnu sur le marché de la formation professionnelle. Aujourd'hui,
Je pense que voilà, on a quand même notre réputation depuis le lancement, surtout le déploiement de la certification Calliope, et on a pu démontrer qu'on était fiable, on était sérieux et qu'il y avait une vraie volonté de proposer des prestations et des process de qualité. C'est une garantie qui est, je pense, qui n'est pas approuvée de notre côté. Voilà, ça, c'est vraiment une chose où c'est inné dans notre façon de faire et on continuera à le faire, quoi. Dernier avantage quand même, c'est aussi le retour sur investissement très rapide, parce que certes, hein, c'est un coût. En fait, il faut acheter un pass d'évaluation pour passer l'évaluation. Mais ce coût-là, au vu du gain de temps que tu gagnes dans le fait que tu n'organises pas les jurés, que tu n'as pas ce stress lié à l'évaluation, que toi, en fait, ton taf, il s'arrête à la formation, à la préparation, à la certification. Derrière, le retour sur investissement, il est énorme. La garantie, en fait, et la tranquillité d'esprit dans le fait que tu n'es finalement qu'à justifier à France Compétences demain ou à la CDC, pour ceux qui sont au CPF, de ton contenu de formation et de la matérialité de la formation, eh ben, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Et ça, je pense que c'est un enjeu pour les prochaines années aussi. Oui, au vu du contexte de renforcement des contrôles dans la formation professionnelle. Je pense qu'on a bien fait le tour sur ces 3 thématiques. Je te remercie pour toutes tes explications. Et puis, il est le temps de conclure jusqu'à la prochaine actu voilà, du prochain mois. N'hésitez pas, encore une fois, à nous suivre sur nos réseaux, que ce soit YouTube, que ce soit LinkedIn, et puis TikTok aussi, parce que là, on se met à la page, hein, comme tout le monde, pour toujours plus de contenu. Merci encore et à bientôt. Merci Tanguy.